Salut nos chers auditeurs et nos chers abonnés. L'équipe de notre chaîne قناة تكوين والمصاحبة التربوية vous propose la deuxième partie de la vidéo consacrée à la didactique de la langue française. Le sujet qui a été préparé et présenté par Madame Sana Kotar et animé par Monsieur Abdeljalil El-Fari. Ce sujet a été diffusé sur notre salon sur Microsoft Teams. On vous souhaite bon courage et que ce travail vous sera bénéfique. Après, nous avons passé aux activités réflexives sur la langue et on a vu la démarche de ces activités, à savoir l'évaluation diagnostique, la découverte et la compréhension, l'application, le transfert, dernièrement l'évaluation pour passer à la compréhension, les études des difficultés, entraînement, production, relecture et réflexion individuelle, puis la correction. Aujourd'hui, notre professeur va essayer de nous éclaircir et de mettre le point sur les activités restantes dans la didactique ou bien dans les disciplines françaises, à savoir le projet de classe et la production écrite. Bonsoir tout le monde. Me voilà encore une fois parmi vous. J'espère être à vos attentes. Clair et bref. Merci, Monsieur Abdeljalil, de ce résumé. Donc, j'ai voulu le faire, mais vous l'avez fait. Donc, aujourd'hui, je vais terminer avec vous quelques disciplines, à voir le projet de classe. Donc, et puis, je vais passer à la lecture et la production de l'écrit. Donc, le projet de classe garantit l'ouverture de la classe à son environnement. Ainsi, c'est un moyen de concrétiser l'approche par compétence et l'approche actionnelle, c'est-à-dire s'exprimer en agissant, de faire, de dire, de prendre l'initiative, de coopérer, de développer des compétences communicatives. C'est-à-dire là, l'élève, on va lui dire couper, il va faire l'action de couper. On lui coller, il va faire l'action, c'est ça. Donc, il va agir. C'est lui qui va réaliser un projet. Donc, pendant chaque unité didactique, il y a à signaler que le projet de classe est une activité qui se fait de la première année jusqu'au 6e année. Donc, pendant chaque unité didactique, l'élève sera amené à réaliser un projet étroitement lié à la sous-compétence à développer et au thème choisi. Voilà. Donc, ici, l'élève va associer la communication à l'action. Elle va résoudre des situations, problèmes. Elle va réaliser par la suite des tâches personnelles pour lui ou pour elle. Donc ici, on va aider les apprenants à réaliser même des projets personnels. Donc les grandes étapes de cette discipline demeurent. La première phase, c'est la phase de découverte et de planification. C'est la séance 1. Qu'est-ce qu'on fait ici? On fait l'identification du projet, les objectifs d'action, des ressources humaines et matérielles, la planification des différentes activités à réaliser, sans oublier bien sûr les délais. Donc ici, il faut dire aux élèves, voilà, vous avez un délai à ne pas dépasser. Parce que si elle dépasse le délai, donc on ne va pas sincèrement atteindre mieux l'objectif. Donc des groupes, donc ils vont se diviser en groupes, on va choisir le rapporteur, etc. Et il y a un contrat à réaliser avec les apprenants et les critères, et ça c'est très important, les critères d'évaluation. La deuxième phase, dont on va la réaliser en 3 séances, c'est la phase de réalisation. On peut dire que c'est la phase opérationnelle du projet. Elle se caractérise par l'action et l'exécution d'un certain nombre de tâches liées au projet. Donc ici, le rôle
important du professeur qui guide, qui conseille, qui oriente les apprenants. Voilà, vous devez faire ça, ne faites pas ça. Et ici, une évaluation formative reste indépendante dans ces séances. À chaque fois, l'enseignant aide ses apprenants, les oriente, s'ils ont peur, il les encourage, les motive. Et dans la 4e séance, pourquoi pas les préparer, donc leur dire, voilà, préparez votre présentation pour qu'ils prennent confiance en soi. Voilà, vous allez la présenter, vous serez évalué de cette présentation et voilà. Donc, la dernière phase, c'est la phase de présentation qui se fait dans la 5e séance. Alors là, les élèves vont présenter leur projet et l'enseignant va évaluer toutes les compétences acquises et le degré d'atteinte des objectifs. Passons maintenant de l'oral à l'écrit. Donc, on a vu la production de l'oral et la réception de l'oral. Maintenant, on va voir la réception de l'écrit et la production de l'écrit. Donc, de l'oral à l'écrit. Donc, même si l'apprentissage de l'oral débute à la première année du cycle primaire, alors que celui de l'écrit commence à partir des deuxième et la 3e année du cycle primaire, l'équilibre et la consolidation. Je reprends. Donc, j'ai dit, même si l'apprentissage de l'oral débute à la première année, donc on a vu que l'oral débute à la première année du cycle primaire, alors que celui de l'écrit commence à partir des 2e et la 3e année du cycle primaire, l'équilibre et la consolidation de ces deux sont assurés au cours des années suivantes, c'est-à-dire aux 4e, 5e et 6e année. Il n'y a point de scission, c'est-à-dire il n'y a point de séparation entre l'oral et l'écrit. Il n'y a pas de séparation entre l'activité orale et l'écrit. En fait, l'oral favorise et renforce l'apprentissage de l'écrit, autant ce dernier facilite l'appropriation des règles et du code de l'oral. Je vais passer maintenant à la compréhension de l'écrit, c'est-à-dire la lecture. Je vais la traiter d'abord dans la 4e, 5e et 6e année, et puis on va discuter les autres niveaux. Donc, les 3 phases sont avant la lecture, pendant la lecture et après la lecture. Donc, la première phase, c'est avant lecture. Donc, la séance 1, qu'est-ce qu'est la première étape? Donc, la première étape, on va faire mise en situation. C'est quoi la mise en situation? C'est de préparer les apprenants avant même d'ouvrir le manuel. Donc, on va, par exemple, à l'aide d'une situation problème, donc de leur dire, d'imaginer une petite situation pour faire quoi? Pour mobiliser ses connaissances sur le sujet et évidemment faciliter la compréhension. Donc après, on leur demande d'ouvrir les manuels et on passe à l'étape 2, c'est observation et découverte. Alors là, on commence à poser les questions sur le titre, sur l'image, sur le nombre des paragraphes, sur la source, sur les illustrations et sur l'auteur. On peut, et bien sûr, à votre avis, de quoi va parler le texte? Et ici, les élèves vont dire des réponses. On peut les transcrire sur le tableau pour les valider après la lecture. Donc, dans la même séance, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la deuxième phase, pendant la lecture, c'est-à-dire on va amorcer la compréhension. Ici, c'est la lecture silencieuse. Ici, on demande aux apprenants de lire le texte silencieusement. Mais cette lecture silencieuse, pour être contrôlée, elle doit être dirigée par des questions, voire les mêmes. Donc, quels sont les personnages, où se passe la scène, quand la scène se déroule-t-elle. Donc, poser les questions et puis demander aux apprenants de lire silencieusement le texte. Donc, maintenant, on passe à l'étape 3. C'est la séance, et c'est la deuxième séance de lecture. Bien sûr, comme je le dis, un petit rappel, bien sûr, et c'est une étape de lecture et compréhension. Maintenant, c'est la première lecture magistrale du professeur, bien sûr. Cette lecture qui doit être à voix haute et expressive. Et voilà, ici, après la lecture, l'enseignant pose des questions, presque les mêmes questions pour la validation des hypothèses. La première lecture magistrale, c'est les livres fermés. On passe maintenant à une deuxième lecture magistrale, livre ouvert. Et ici,
encore une fois, pour contrôler est-ce que les élèves vont poursuivre avec vous ou non, on peut leur demander, par exemple, de prendre un crayon, de marquer les liaisons, peut-être de repérer les personnages, de souligner, par exemple, les noms propres s'ils ont étudié les noms propres, une activité pour contrôler que les apprenants poursuivent avec vous. Phase suivante, c'est la lecture individuelle. Donc, la lecture individuelle, ici, on doit insister sur quoi? Sur les stratégies de la lecture à développer chez les apprenants. La lecture doit être audible, doit être fidèle, c'est-à-dire doit respecter la ponctuation, doit être fluide, expressive, etc. Donc ici, cette lecture individuelle, elle sera accompagnée toujours d'une compréhension fine maintenant et détaillée. On va expliquer les mots difficiles, on va poser des questions sur le sens de chaque paragraphe, pourquoi pas une idée générale sur chaque paragraphe. L'étape 3, c'est l'étape de l'application et transfert. C'est la séance 3. Ici, on va se baser sur la langue et sur la production de l'écrit. Pourquoi? Parce que dans les 4e, 5e, 6e année, les textes sont des types qu'on va l'écrire. Par exemple, si j'ai un type informatif, l'élève dans la production de l'écrit va écrire un texte informatif. C'est les narratifs, c'est de même, etc. Donc ici, on va voir cette structure parce que on va commencer ici pour que à la séance de la production de l'écrit, les élèves vont comprendre. Voilà, il s'agit de la même structure. On peut traiter la langue avec eux, par exemple la conjugaison. Si par exemple, je prends à titre exemple le type narratif. Voilà, quels sont les verbes, souligner les verbes, regardez sont conjugués à quel temps. Par exemple, à l'imparfait. Pourquoi on a utilisé ici l'imparfait? Regardez, il s'agit d'une action qui dure dans le temps. On a utilisé par exemple le passé composé. Pourquoi ici? Regardez, c'est une action qui est courte. Avoir même la structure du texte. Si nous avons un texte narratif, ils vont voir qu'il y a une situation initiale, il y a une petite introduction, il y a un développement et il y a une conclusion, insister sur les connecteurs logiques, etc. Et n'oubliez surtout pas de leur dire, voilà, on va traiter un type comme celui-là dans la production de l'écrit. C'est-à-dire, il faut toujours cette relation entre la langue, entre l'écrit et bien sûr entre la lecture. La troisième phase, c'est une phase après la lecture que se fait à la 4e séance et c'est une séance étape d'évaluation. Ça, c'est la réaction au texte. Donc, cette phase-là, donc, on va demander aux élèves d'abord de lire le texte sans consigne, c'est-à-dire pour le sentir, pour voir ce texte. Donc, le lire et essayer de mémoriser, pourquoi pas, certaines expressions, certains mots. Je viens de dire, je reste sur le même exemple qui est le type narratif. Ils peuvent mémoriser les connecteurs logiques. Voilà, on utilise d'abord, ensuite, enfin, des expressions que vous voyez qui sont nécessaires et qu'ils vont servir aux élèves dans la production de l'écrit. Cette fin de séance, on peut la terminer par une dictée flash de ces mots importants. Aussi, on peut mémoriser, faire des synonymes. Donc, c'est une séance. Donc, chaque enseignant peut la traiter selon la capacité, selon le niveau de ses apprenants. Voilà. Donc, pour la deuxième année, les étapes, bien sûr, sont différentes. La séance de lecture se fait en 2 séances. Première séance en 3 étapes qui sont, premièrement, l'identification auditive du phonème, correspondance entre le son et la graphie et discrimination visuelle de la lettre. Dans la deuxième séance, rappel sur la discrimination de la lettre, combinatoire pour former des syllabes et acquisition globale des mots courants. Donc, pour la 3e année, malheureusement, j'ai trouvé 2 méthodologies. J'ai consulté l'Oasis des mots et mes apprentissages. Donc, chaque manuel traite ou bien aborde une méthodologie. Donc, je n'ai pas pu arriver à trouver une générale. Donc, à discuter, peut-être il y en a parmi vous des enseignants qui enseignent la 3e année. Donc, à eux de nous éclaircir ce point. Donc, ici,
Je vais essayer de donner d'autres pour enrichir cette lecture. Donc, en première année d'enseignement, l'apprentissage de la lecture s'appuie sur les activités de communication orale et sur l'acquisition du vocabulaire. Donc ici, il doit permettre, au début, c'est la communication et le vocabulaire, c'est-à-dire première, deuxième et troisième année. Surtout deuxième et troisième année. La lecture commence de deuxième, troisième année. Donc ici, l'apprenant doit acquérir progressivement les habiletés de base de lecture pour devenir un lecteur autonome. Quelles sont ces habiletés? La conscience phonologique, le principe alphabétique, l'identification des mots, le lexique, la compréhension et la fluidité. Personnellement, je vois que la fluidité est un point très très important. C'est pour cela que j'ai ajouté un petit point sur la fluidité parce que croyez-moi, si l'apprenant arrive à lire couramment, il va comprendre facilement, il va mémoriser le lexique et le vocabulaire facilement. Donc, cette fluidité va nous aider, soit en arabe, soit en français, surtout en arabe. Si l'élève arrive à lire avec fluidité, donc il y en a pas mal de disciplines à apprendre à faire, donc sans difficulté. Donc, comment développer la fluidité chez les apprenants? Donc ici, j'avais une idée, j'ai étudié un jour sur les virlangues. Qu'est-ce que les virlangues? Les virlangues, ce sont des petites, c'est une locution ou bien une phrase ou groupe de phrases. Qu'est-ce qu'ils ont ces groupes de phrases? Ils ont un caractère ludique, c'est-à-dire qui crée chez les apprenants, c'est comme un jeu, donc ludique, caractérisé par sa difficulté de prononciation ou bien de compréhension, parfois les deux. Donc ici, si les apprenants ou bien même nous, les adultes ou bien ceux qui veulent apprendre une langue, s'ils arrivent à lire ce genre de phrases rapidement avec fluidité, croyez-moi, ils vont développer la fluidité et la lecture. Donc, par exemple, je vais essayer de lire la phrase rapidement. Je peux me tromper, hein, c'est possible que je me trompe. Donc, il est parti avec tonton, tontin et tonton. La deuxième phrase, avec le senseux, donc, son chat, sa chat, chante sa chanson, son son. Troisième phrase, foi, fri, foi et fruit, frais, fri. Donc, ici, ce type de phrase aide les apprenants. On peut les faire à la dernière séance, 5 minutes ou bien 10 minutes, mentionner une ou deux phrases et faire comme un jeu. Donc, l'élève qui arrive à le lire sans s'arrêter et sans faute, bien sûr, il va gagner. Donc, je vais certainement pas vous dire comment jouer avec vos apprenants. Vous auriez probablement des façons mieux que moi. Donc, ici, ces locutions ou bien ces phrases aident beaucoup à la fluidité. Même pour nous, autant qu'adultes, il nous aide à lire et à améliorer notre lecture. Je vais lire la dernière phrase, donc je vais essayer, peut-être que je vais me tromper, mais je me suis entraînée. Donc, je n'ai pas lu la phrase rapidement, mais je me suis entraînée. Donc, un pâtissier qui pâtisserie chez un tapissier qui tapissait. Demandez un jour au tapissier qui tapissait, vaut-il mieux pâtissier chez un tapissier qui tapisse ou tapissier chez un pâtissier qui pâtisse? Bon, j'ai bien lu, donc comme ça, c'est un jeu. Vous pouvez le faire avec vos élèves. Parfois, vous faites semblant que vous vous êtes trompé, donc ici pour les encourager. Moi, d'après ces virlangues, j'ai fait un travail individuel cette année. C'est quoi? Je l'ai fait pour les premiers niveaux. Je l'ai fait au début de l'année dans l'évaluation diagnostique avec les apprenants de la 4e année. Là où j'ai trouvé qu'il y a des apprenants qui ont des difficultés à lire, je l'ai fait avec des syllabes. J'ai fait des listes de mots comme ça et croyez-moi, la lecture de mes apprenants s'est améliorée rapidement. Par exemple, le mot ma, mi, mu, ma, me. Donc, vous demandez à vos apprenants de les lire rapidement. Par exemple, si un élève dit mon, mon, mi et se trompe, donc on dit voilà, tu es éliminé du jeu et on fait sous forme de jeu. Donc, on peut les faire pour les phonèmes comme me, pour les phonèmes comme la lettre C que se prononce ce et que, et la lettre G, je et ge. Ici, ils vont être trop attentifs parce que cou, que, si, cu, ca, ce, si, un, si, ce, cou, ca, ça,
Q. Voilà. Donc, la troisième idée que j'ai proposée pour vous, pour les phonèmes proches, par exemple le son peu et le son be. Ici aussi, on peut le faire bien avec le son feu et veu. Donc, pas, ba, bou, pain, bien, pon, bon, ba, paille, be, peu. Voilà, donc c'est comme ça. Après, j'ai choisi pour vous ici quelques activités d'entraînement à la lecture. Pour la discrimination et identification auditive, on peut faire, vous connaissez tous presque ces jeux, le jeu de pigeon-vol, c'est-à-dire les élèves lèvent leurs doigts lorsqu'ils entendent le phonème étudié. Chasse aux mots aussi, discrimination avec phonème proche ici, comme je viens de dire, entre peu et be. Donc, je dis des mots et je dis là où ils entendent le phonème. Jeu de pair, si je peux choisir par exemple bord et port et leur dire voilà qu'il est donc bord et port, repérage du phonème. Et association du phonème dans le mot, c'est-à-dire est-ce que le phonème au début, au milieu ou bien à la fin. Donc, je passe pour l'identification et discrimination visuelle. Il y a le jeu d'intrus, une liste de mots là où il y a un mot qui ne contient pas le phonème. Reconnaissance du graphème, on demande aux apprenants de souligner ou bien d'encadrer le mot qui contient le graphème, la lettre manquante, la syllabe manquante. Discrimination avec graphème proche, c'est la même que tout à l'heure. Jeu de différence, donc ici j'écris deux mots et je demande aux apprenants quelle est la différence entre ces deux mots. Activités de combinatoire, et là ces activités ce sont les premières activités à l'écrit qui mènent les apprenants à écrire, relier chaque mot aux lettres qui le composent. Voilà, donc ici ils vont composer des mots parce que d'abord ils vont écrire un mot, puis le mot à l'aide des syllabes, puis une phrase à l'aide des mots et par la suite un petit paragraphe à l'aide des phrases. Donc ici, composer des mots de 2 syllabes, composer des mots de 3 syllabes et bien sûr si le niveau des élèves en 3e année, on peut leur donner des mots et on leur demande de formuler des phrases. Je vais ici parler de la lecture-diction. Aussi, je la vois une discipline importante à développer la lecture chez les apprenants. Aussi, la fluidité. Pourquoi? Je vais vous le dire tout de suite. Donc, les étapes, la lecture. Bon, j'ai oublié pour la lecture, c'est 4 séances. La même chose ici pour la lecture diction. Elle se déroule en 4 séances. L'étape 1, c'est une étape d'observation et de découverte. C'est une étape qui est très, très importante, comme je le dis et je le redis. Ici, au début de l'année, je vous conseille ou bien je vous invite à faire quoi? Avant de traiter la lecture-diction, l'observation et découverte se fait avec un texte en prose, c'est-à-dire je choisis le texte étudié avec les élèves et je demande aux apprenants de faire la distinction entre ces deux textes. Est-ce qu'ils sont écrits de la même façon? Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Ils peuvent vous dire, moi je me rappelle, ils m'ont dit, ils ont le titre, ils ont les deux, ont le titre, les images, mais les guider vers la structure du texte. Ils doivent comprendre que la forme du poème se diffère d'un texte en prose, d'accord? Donc ici, on peut même leur dire, voilà, donc ici nous avons un texte qui est composé de phrases, mais dans le poème, on ne dit pas phrase, on dit vers. Et je l'écris parce que la poésie, on l'a transcrit sur le tableau. J'écris ça, je mets la flèche, et je dis vers. Voilà, dans le texte, on parle de quoi? On parle de paragraphe, mais là, dans le poème, on parle pas de paragraphe, on parle de strophe. Donc ici, combien nous avons de strophes? Ils vont vous dire, par exemple, il y a 3 strophes. Donc chaque strophe se compose de combien de vers? Par exemple, de 2 vers, etc. Donc aussi de voir la source, le titre du poète. On dit ici auteur, ici on dit poète, et évidemment sur l'image et le titre. Bien. L'étape 2, c'est une étape de compréhension et de conceptualisation. C'est la séance 2. Maintenant, on va faire l'étude du poème. L'étude du poème se fait sur deux plans. D'abord, sur le fond.
je vais faire une lecture magistrale qui est bien sûr expressive. L'intonation doit changer, on doit, comme si on va la chanter, il doit avoir ce rythme, il doit avoir que il y a une grande différence entre la lecture diction et un texte, le texte étudié qu'ils ont vu. Le texte en prose et le poème, il y a une grande différence dans la lecture. Par la suite, la lecture individuelle, bien sûr, amenée avec la compréhension. J'essaie d'expliquer les mots difficiles. J'essaie de poser des questions sur quoi parle le poème. Et voilà. L'étape 3, l'étude du poème. Maintenant, c'est une phase. Vient de dire à la première séance, on va leur dire voilà, ça c'est strophe, seulement le nom. Mais ici, l'étude du poème, non, on va dire voilà, donc nous avons une strophe, elle est composée par exemple de combien de vers. S'il vous dit de 3 vers, on l'appelle tercé, de 4 vers, quatrain. Donc ici, on essaie de le dire pour tous les niveaux. Pour les grands niveaux, on peut même les écrire, demander aux apprenants de les apprendre. Mais parce que nous avons ici 4 séances, et donc la prochaine lecture, c'est-à-dire la prochaine, la nouvelle leçon de la lecture diction, elle sera plus facile que la précédente. Donc ici sur les rimes, on peut expliquer aux apprenants, voilà le dernier, la rime c'est quoi? C'est le dernier son dans le vers, et on peut leur demander donc quel est le son qui se termine dans ce vers. Ils vont dire voilà par exemple heure, et dans le deuxième vers, est-ce que c'est la même rime, oui ou non? On peut aussi leur dire, voilà, s'il s'agit, on nomme les rimes par A, donc, par exemple, si A, bébé, donc on les appelle des rimes suivées. Si c'est A, bébé, A, ce sont des rimes embrassées, ou bien si c'est A, B, il s'agit des rimes croisées. Donc ici, vous allez me dire, voilà, on trouve des difficultés avec les apprenants, mais ça, on le dit et on le redit. Et bien sûr, les élèves mémorisent avec le temps cette structure. Les syllabes aussi, on fait le découpage syllabique du premier vers avec les apprenants. Voilà, je le fais avec eux. Donc, vous comptez, nous avons combien de syllabes? Ils vous disent par exemple 12 syllabes. On appelle ce vers alexandrin lorsqu'il y a 12 vers. On l'appelle décasyllabe s'il y a 10 syllabes, etc. Donc ici, cela dépend du niveau. Je le dis et je le redis, d'accord? Ne donnez pas beaucoup d'informations ou beaucoup de bagages à vos apprenants. Vous pouvez faire ça dans des séances séparées. Cela dépend du niveau de vos élèves. Donc, premièrement, ils doivent savoir la forme. Voilà, ils voient un texte en prose et un texte, un poème, ils vont dire, voilà, il y a une grande différence entre les deux. Sur la ponctuation, sur les images dans la 6e année, pourquoi pas, donc, de parler des images. Et ici, on passe à la mémorisation, du poème. Donc ici, les élèves doivent mémoriser. Ils sont invités à le mémoriser. Je fais cette activité avec eux dans la classe et je leur demande, bien sûr, de terminer et de le bien mémoriser chez eux. Pour la séance suivante, qui est la séance 4, une séance d'évaluation et de soutien. Donc ici, les élèves récitent le poème. Si le temps ne suffit, on peut traiter d'autres choses sur la forme. Cela dépend, comme je le dis, du niveau de nos apprenants. Donc, je pense que je vais terminer l'écrit et j'ouvre la discussion. Il ne me reste que cette partie. Donc, passons ici à la phase, donc la production de l'écrit. Donc, la production de l'écrit, bien sûr, dans la 3e année, ce sont des exercices écrits. Ce sont, comme je viens de dire, des mots pour former une phrase, peut-être des phrases simples, ou bien d'un petit paragraphe, ou bien, on peut dire, des images. Là, on demande aux apprenants de nous dire de quoi parle l'image et on les aide. Mais dans la 4e, 5e et 6e année, voici les étapes, mais dans la 4e année, on n'insiste pas. Il y a toujours la mise en ordre, mais en ordre, le paragraphe. Donc ici, donc on va insister sur la 5e et la 6e année. Donc première phase, donc ici nous sommes devant l'écrit, une phase importante. Et on a commencé, n'oubliez pas, dans les séances de lecture, on a initié les apprenants au type
à écrire. Donc ici, la première séance observation de découverte. Donc ici, que font les apprenants? Ils observent le document, ils identifient le type. Donc à l'aide de questions et de réponses, on amène les apprenants à indiquer le type, à voir même la forme, la structure. Parce que, par exemple, si j'ai la lettre, et je dois préciser sur attention, faites attention, regardez la forme, où est-ce qu'on a écrit la date, où est-ce qu'on a écrit la formule d'appel, c'est-à-dire bonjour, cher ami, où est-ce qu'on a écrit le corps de la lettre. Donc ici, c'est la forme. Donc je discute tout ça dans l'observation et découverte. Donc, deuxième séance, c'est une phase de compréhension et de conceptualisation. Donc, ici, on va relever les informations données sur le document et évidemment sur la forme du texte et sur le fond. Donc, ici, on discute avec les apprenants, comme je viens de dire, la forme. S'il s'agit d'un texte, par exemple, d'un type informatif, il est accompagné de quoi? Il est accompagné d'un titre, des sous-titres. Ce n'est pas la même que un texte narratif. Là, on trouve une situation initiale, un développement et une situation finale. Ce n'est pas comme on va écrire un texte argumentatif. Là, on va donner des arguments. Donc ici, il faut jouer sur la forme et voire même sur le fond. On passe maintenant à la troisième étape, c'est une étape d'application et de transfert. Donc voilà, après que les élèves ont compris la forme, ont compris le type, alors ils sont maintenant invités à produire. Ici, cette étape, on peut la faire selon le niveau des apprenants. J'ai oublié de vous dire que la séance de lecture et même de l'écrit, c'est la meilleure discipline à exercer la pédagogie différenciée parce que ici on peut l'exercer facilement. J'ai ici 3 niveaux ou bien 2 niveaux des apprenants. Je peux donner aux premiers apprenants un groupe d'élèves quoi? Je vais leur donner peut-être un texte à trous. Qui gardent le même type. Donc, je leur donne un texte à trous. Pour d'autres, des phrases en désordre et je leur demande de les mettre en ordre. Et bien sûr, pour les élèves que je les trouve capables d'écrire et de produire, ici, ils vont produire à l'aide du support. Il faut toujours partir du texte qu'on a étudié. Et ça, c'est le premier jet, c'est-à-dire la première production des apprenants. Ici, les élèves vous donnent les copies, vous ramenez avec vous les copies, vous les corrigez et vient la phase d'évaluation et de soutien. Là, on peut la faire bien sûr en groupe, on corrige, on insiste, voilà, vous avez fait les fautes sur quoi. Donc, on se met d'accord sur la correction qui doit être collective. Je prends autant qu'enseignant les 2 productions, bien une production qui est bien faite et je demande à son rédacteur de la lire devant ses apprenants. Et là, j'invite les apprenants à écrire une deuxième fois, c'est-à-dire le deuxième G. Et voilà, j'espère que je me suis bien expliquée sur la production de l'écrit. N'oubliez surtout pas de la faire au niveau des élèves. Au début de l'année, je peux faire le mise en ordre, un texte à trous. Je demande même aux apprenants de mémoriser cette structure parce qu'ici, ils mémorisent une structure, il sera capable de reproduire. Je leur demande de changer seulement quelques mots. Par exemple, l'année dernière, j'ai visité Marrakech. Je vais lui dire, à la place de Marrakech, tu mets Fès avec mes parents, avec mes amis, etc. Donc, on va les aider à produire. Bien, donc, petite conclusion, vous devez savoir que l'apprentissage d'une langue loin des communautés parlant cette langue suscite généralement d'énormes difficultés de motivation et de maîtrise. Et en absence du milieu naturel, l'étudiant sorti de la classe abandonne souvent cette langue jusqu'au moment de faire ses devoirs. Donc ça, c'est une réalité que nous devons la mettre devant nous. Ensuite, il abandonne cette langue pour ne la trouver qu'en classe. Donc, c'est comme si l'élève pratique cette langue seulement dans la classe. Il ne la pratique ni chez lui, ni à la cour de récré, ni à la maison, ni au marché, ni au supermarché. Donc, ça reste une langue
étrangère. Donc, que faut-il faire? Il faut être conscient de cette réalité et de la prendre en considération pour réussir l'enseignement de la langue française au Maroc qui reste et demeure étrangère. C'est pourquoi il faut varier les stratégies, les techniques, les pédagogies, intégrer même les TIS, c'est-à-dire les technologies d'information et de communication en langue, pour réussir ce grand défi. Et surtout, il faut insister sur la communication en langue française en classe, car c'est presque le seul milieu où l'élève marocain peut apprendre le français. Voilà une petite conclusion personnelle. Les questions, donc, comme j'ai dit, donc, quelles sont les difficultés pour, bien sûr, motiver et initier l'interaction des enseignants qui sont, ou bien les encadrants, ou bien toute personne qui est avec nous aujourd'hui? Quelles sont les difficultés qui vous affrontent en tant qu'enseignant dans la pratique de ces disciplines? Quelles sont les erreurs les plus répandues? Quelle est la discipline qui crée pour vous d'énormes difficultés pour atteindre les objectifs? Quelles sont les stratégies et les techniques que vous utilisez pour atténuer et dépasser les difficultés affrontées en classe? Donc ici, on sait que chacun de nous essaye de multiplier, de diversifier les stratégies et les techniques. Et enfin, une question pertinente, comment évaluez-vous l'enseignement de la langue française au Maroc? Merci infiniment pour votre attention et à vous la parole, Monsieur Abdeljalil. Monsieur Abdeljalil. Naam, Monsieur Hafid. Si vous le permettez, bonsoir à tout le monde. Oui, ravi de vous entendre, Monsieur Hafid. Merci infiniment, Monsieur Abdeljalil. Je vais donner quelques éclaircissements concernant l'organisation de l'espace lors du projet de classe. Comme vous le savez, en plus de la mise en place des différents coins pédagogiques, à savoir coins de lecture, coins de matériel didactique, musée de classe, la revue murale, il est indispensable d'adapter l'aménagement physique à la nature de l'activité du projet de classe. C'est pour cela la disposition traditionnelle est nécessaire pour la première séance, qui est consacrée à l'identification du projet. Pourquoi cette disposition traditionnelle et quels sont les objectifs de cette disposition traditionnelle? C'est pour garantir la concentration sur ce qui est dit et expliqué par l'enseignant, aussi pour limiter les confrontations entre les apprenants et s'assurer de la compréhension de la tâche par toute la classe. Pour les sciences, la deuxième, la troisième et la quatrième science qui sont consacrées à la réalisation du projet, l'espace doit être aménagé pour travailler en groupe. Et cela pour favoriser le travail en groupe, faciliter l'échange entre les membres du groupe, favoriser la coopération et faciliter la circulation du maître, bien de l'enseignant au sein de la classe. La dernière séance, la disposition en U est nécessaire parce que cette séance est consacrée à la présentation du projet. Et cela pour favoriser l'exposition et la présentation du projet, s'assurer de l'attention de tous les apprenants et aussi pour assurer la participation des apprenants et faciliter l'expression de leur appréciation et de leur point de vue. Et merci infiniment, Saïd Jalil, et à vous la parole. Alors maintenant, je vais passer la parole à Madame Sakrizlen. Bonsoir. Bonsoir, Madame. Je remercie Madame Sana pour son exposé et aussi à vous, Monsieur Abdeljalil, pour votre animation. J'ai quelques remarques, donc je vais commencer par la lecture. Selon la méthodologie, la première séance s'étale sur une durée de 45 minutes. Alors pour moi, je trouve que cette durée est très longue par rapport aux activités ou bien aux étapes proposées. Et je vais vous citer les différentes activités mises dans cette séance et après on va juger est-ce que cette durée est longue ou non. Alors, on commence par un rappel du thème d'unité, l'explication, donc ça va pas durer 1 minute. Après, on étudie le paratexte, c'est-à-dire le titre,
les illustrations, l'auteur, les références, etc. Donc, le titre, lecture, explication. Parfois, on demande aux élèves de donner le contraire ou bien de le mettre dans des phrases. Donc, cela ne va pas dépasser 2 minutes. Concernant aussi les illustrations, on pose des questions concernant la situation de communication, le où, le quand, les personnages, ils parlent de quoi ou bien à propos de quoi. Donc, bien sûr, ici, c'est l'enseignant qui dirige les questions selon l'objectif et l'intérêt. Par exemple, s'il y a un texte descriptif, il va poser des questions concernant les adjectifs qualificatifs ou bien la comparaison, ou bien si on a un texte narratif, il va poser des questions concernant le ton, etc. Après, donc, cette activité ne va pas dépasser 4 minutes. L'auteur aussi, l'édition, la date de parution, même pas 2 minutes. Après, on passe parfois lire la première phrase et la dernière phrase. Et après, on demande aux élèves d'émettre des hypothèses. On les écrit au dos du tableau. Donc, c'est la même question que j'ai déjà évoquée la dernière fois concernant la vérification des hypothèses. Parce que pour moi, je pense pas que l'élève va arriver à comprendre le sens avec le sens de trouver l'idée essentielle, explicite et implicite, avec le message moral, avec les valeurs véhiculées, aussi avec les caractéristiques du texte support. Donc, vous allez me dire non, le sens global, c'est le où, le quand. Donc, je suis pas d'accord avec vous. Donc, parce que l'essentiel, ou bien l'objectif avec l'étude du texte, c'est trouver l'idée essentielle, explicite et implicite. Et aussi savoir le message moral, savoir les valeurs véhiculées et aussi trouver les caractéristiques du texte support. Parce que un autre objectif, c'est produire. L'objectif, c'est après produire et prendre le texte comme un exemple. Alors, je vais continuer. L'autre phase, c'est pendant la lecture. Donc, pendant la lecture, c'est amorce de la compréhension. Donc, ici, on demande aux élèves de lire le texte silencieusement ou bien, donc, selon le niveau, ou bien c'est l'enseignant qui lit une lecture magistrale. Donc, après, on pose des questions pour assurer la lecture. Donc, cela va ne pas dépasser 3 minutes jusqu'à 5. Donc, si on compte les durées كاملين, je compte entre 15 et 20 minutes. Alors que la durée 45 minutes, je ne sais pas. L'essentiel de l'apprenant est considéré comme un acteur social. Donc, le but c'est d'outiller ou bien donner aux élèves les outils pour qu'ils puissent agir socialement. C'est-à-dire, on doit donner à l'apprenant à être responsable. Donc, ça, c'est concernant la lecture. Pour le projet de classe, je vais partager avec vous une grille d'évaluation. Le projet de classe, comme vous savez que c'est un travail de groupe qui s'élabore en plusieurs étapes et plusieurs séances. Alors, l'enseignant est invité à évaluer tout ce processus depuis le début du projet jusqu'à sa présentation. Donc, je valide la participation de chaque élève à plusieurs critères. Donc, je valide les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Et je peux ajouter un autre critère, il s'agit de la note du produit final du groupe, c'est-à-dire concernant la forme et le contenu. Donc, quatre cases, le savoir, le savoir-être, le savoir-faire et la note finale. Et merci. Merci infiniment, Madame Rizlan, pour votre intervention. Remercier Madame Sana Kautar pour le partage de son exposé. C'est Jalil. Naam, Monsieur Hafid.
Si vous le permettez, je vais m'intervenir. Concernant la question de Madame Ntissar, le projet de classe repose sur le principe du recentrage sur l'apprenant à travers le faire et l'agir. C'est pour cela cette discipline a plusieurs avantages. Premièrement, permettre à l'enseignant de mettre en place une autre relation dans l'apprentissage, c'est-à-dire d'élargir l'éventail des propositions pédagogiques et de mettre en valeur ce qui existe dans la classe. Deuxièmement, le projet permet de toute évidence de donner un sens aux apprentissages. Ces derniers seraient vécus et non accumulés. Le projet n'est pas une fin en soi, mais c'est un détour pour faire confronter les apprenants à des obstacles via des situations d'apprentissage. Aussi, le projet permet aux apprenants d'accéder au savoir par besoin et par envie, de confronter des situations authentiques. Alors, on peut dire que le projet de classe développe des habilités à la résolution de problèmes chez les apprenants, rehausse la motivation scolaire des apprenants, développe l'autonomie et la responsabilité dans l'engagement, prépare à la conduite ultérieure des projets sociaux. Ce sont quelques avantages du projet de classe. Concernant quelques difficultés de lecture, comment les surmonter? Pour régler par exemple le problème du déchiffrage, noter quelques mots du texte au tableau, désigner quelques élèves qui n'arrivent pas à déchiffrer et les faire passer au tableau, demander à ces élèves de lire lettre par lettre, segmenter les mots en syllabes et demander aux élèves qui ont des difficultés de lire. Pour segmenter par exemple le problème de la fluidité, choisir des mots familiers que les élèves connaissent et les noter au tableau, désigner quelques élèves qui ont des problèmes dans la lecture globale des mots et leur demander de lire les mots en entier sans déchiffrer, noter ensuite des phrases dans le tableau et demander à quelques élèves qui ont un problème de fluidité de les lire globalement, segmenter des phrases en fonction du sens et les faire lire par les apprenants, demander aux élèves de dire le sens des phrases. Ce sont quelques astuces pour surmonter le problème de déchiffrage et le problème de la fluidité. Et à vous la parole, Monsieur Abdeljalil. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Abdeljalil. Je voulais juste partager avec vous un exemple des critères et leurs indicateurs concernant la production de l'écrit. On a déjà vu ce sujet pendant la dernière rencontre avec Monsieur Hafid. Et vous aussi, vous avez demandé la traduction de quelques notions pédagogiques. Alors, pour le premier critère, c'est la pertinence, moula'ama. Comme indicateur, je peux proposer le respect et la compréhension de la consigne, c'est-à-dire est-ce que l'élève doit réagir convenablement à la consigne. Pour le deuxième critère, c'est l'utilisation correcte des outils de la langue, isti'mal salim lil mawarid. Donc ici, je peux proposer comme indicateur les fautes d'orthographe, les fautes liées à l'utilisation des temps, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une concordance, les fautes d'accord, la structure de la phrase et le sens des phrases. Pour le troisième critère, c'est la cohérence, l'insigème. Comme indicateur, je peux proposer le respect de la structure du texte, c'est-à-dire est-ce qu'on a un texte narratif, donc est-ce que l'élève a respecté le schéma narratif. S'il y a un texte descriptif, est-ce qu'il y a les caractéristiques d'un texte descriptif, etc. Aussi, comme autre indicateur, l'enseignement des idées, l'utilisation correcte du connecteur logique aussi. Et pour le dernier critère, c'est la qualité de la production. Donc ici, comme indicateur, je peux proposer est-ce que l'écriture est lisible, le manque de rature et de tâches. Donc ici, dans ce critère, on voit l'originalité de la production. Et merci. Grand merci à vous, Madame Rizlan, pour vos ajouts. Monsieur Hafid, à vous la parole.
L'équipe de notre chaîne Qanat Tkwin al-Musahaba Tarbawiya vous remercie infiniment pour votre encouragement et votre soutien et à une nouvelle vidéo, Inch'Allah.